Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce keynote sur la télésurveillance médicale. Donc on a 30 minutes pour parler de télésurveillance médicale, pour comprendre ce que c'est, pour comprendre les enjeux associés à cette méthode, cette modalité de télémédecine en France, et aussi pour parler d'avenir de la télésurveillance, puisque c'est aujourd'hui expérimental. On annonce que ça sera généralisé. Généralisé comment, pour qui, à quel prix. On parle de tout ça pendant une petite demi-heure avec Rémi Sabatier, cardiologue au CHU de Caen, professeur associé en télémédecine et qui a piloté, conçu un programme de télésurveillance médicale dans l'insuffisance cardiaque et qui pourra nous donner un éclairage très concret. Et Armelle Crassier, directrice des affaires industrielles du SNITEM, le syndicat des industriels et des technologies médicales, des dispositifs médicaux, qui est un interlocuteur clé des pouvoirs publics justement tous les débats autour de la télésurveillance médicale, et qui d'ailleurs, le SNITEM, qui a publié 8 recommandations, donc ça sera l'occasion de nous en parler. Alors, pour commencer, Rémi, vous allez nous parler du projet SCAD en Normandie, et pour qu'on comprenne bien ce que c'est que la télésurveillance médicale. Merci. Merci Jean-Philippe. Donc, merci à tous pour la possibilité de vous présenter donc, ce projet que je ne vais pas reprendre entièrement parce que je pense que vous avez déjà vu lors des précédentes sessions des projets de télésurveillance. Simplement vous dire que ce projet est né en 2005 d'une collaboration avec une entreprise canadienne. Les Canadiens avaient à l'époque pas mal d'avance sur la télésurveillance en particulier. Ils nous ont appris beaucoup de choses. On a beaucoup bénéficié de leur expérience et de leur expertise. Et pour monter ce projet qui a aussi une autre particularité, c'est qu'il concerne plusieurs centres en Normandie et non pas seulement un centre. Et c'est vrai qu'on avait voulu un maillage régional, ce qui est une des particularités de ce projet, puisque ça n'existe pas dans beaucoup d'endroits. Je dirais juste aussi en préambule que les Canadiens nous envient maintenant notre programme étape, parce qu'effectivement, faute de financement, eux n'ont pas pu aller beaucoup plus loin et qu'il ne faudrait pas que ça nous arrive aussi. Très rapidement, pour vous expliquer ce qu'est la télésurveillance telle qu'on l'a conçue dans le SCAD, j'ai pris un cas clinique qui ne sera pas évidemment exhaustif par rapport à tous les cas de figure, mais vous voyez que c'est le cas d'un patient typiquement normand. Je ne parle pas de son profil, ce serait pas gentil. Donc avec un petit surpoids, un ancien fumeur, hypertendu ancien et donc diabétique, tout ça la conséquence un peu quand même de son mode de vie et de son alimentation. Je suis pas normand d'origine alors, mais bon, je vais pas quand même. Et qui effectivement se plaint d'une dyspnée croissante, qui ne consulte pas, et ça je pense que vous avez les mêmes chez vous, parce que ça va passer, parce qu'il n'a pas trouvé de médecin traitant, parce que si, parce que ça. Et finalement, il termine aux urgences avec une décompensation cardiaque. Là, on va le prendre en charge, et ça, on sait faire à l'hôpital. Et c'est après que ça se gâte un peu. La sortie à domicile avec le traitement adapté qui reste à optimiser va poser beaucoup de questions, hein, vous le savez. C'est là le point faible un peu de notre système de santé, ce relais à la ville. Et la prescription d'une télésurveillance à domicile d'insuffisance cardiaque par le SCAD va essayer de remédier à ce trou qu'il y a entre la sortie de l'hôpital et la prise en main par la médecine ambulatoire. C'est finalement, alors c'est très simple, on va lui donner un dispositif, mais non, c'est pas si simple. Il y a plein d'étapes à respecter avant. Il faut recevoir, le voir, lui expliquer, recueillir son consentement, tracer ce consentement dans le dispositif, disposer des 3 ordonnances. Donc, tout ça, c'est du travail. C'est pour ça que je l'expose un petit peu, parce que c'est pour ça que la tarification doit être en rapport avec ce travail fourni. L'équipe SCAD, elle doit réaliser un bilan éducatif. En tout cas, c'est nous, on a décidé de faire comme ça. Elle va paramétrer le protocole de télésurveillance pour le patient. On compte à 10 minutes par patient, mais on est un peu gentil quand même. Là, on leur demande de travailler vite aux infirmières. De former le patient à l'utilisation du dispositif de télésurveillance. 30 minutes, ça dépend des patients. D'effectuer le suivi chaque jour, c'est 2 à 5 minutes en fonction des alertes, il n'y en a pas toujours, hein, heureusement, et d'informer le médecin traitant de l'inclusion du patient avec un courrier, le code de connexion pour qu'il puisse regarder les données. Ensuite, il y a la livraison, l'installation du matériel, ça c'est un prestataire qui le fait. Et enfin, la télésurveillance peut commencer. Donc ça ne se fait pas comme ça, on lui donne un dispositif, tenez, remplissez les données, au revoir monsieur. Le fonctionnement, je vous donne l'exemple de ce patient, ça aurait pu se passer autrement pour lui, mais en gros, il répond tous les jours à un questionnaire de santé. En fait, pas tout à fait tous les jours, hein. Lundi, mercredi, vendredi, les signes vitaux. Mardi, jeudi, c'est l'alimentation. Et le samedi, c'est l'activité physique. Et le dimanche, c'est repos pour tout le monde. Donc, il répond pour surveiller ses signes vitaux avec une auto-évaluation de ses symptômes et un algorithme qui tourne derrière
pour poser plus de questions en fonction des réponses. S'il dit qu'il est essoufflé, on va lui demander quand, on va lui demander en quelles circonstances. S'il a des œdèmes, on va lui demander exact où ils sont, etc. Enfin, ça va. Il y a un algorithme qu'on a élaboré qui a donc été validé ensuite par une étude clinique et qui permet d'avoir une certaine pertinence pour s'approcher de la période à risque de décompensation. En fait, c'est de l'heuristique conjoncturelle, de la logistique heuristique conjoncturelle, c'est-à-dire qu'on va, on va essayer de faire une démarche diagnostique, en fait, tout simplement par quelques questions. Et donc là, chez ce patient, on a une alerte jaune à J16 après sa sortie. C'est assez classique. Il a pris du poids parce qu'il a repris son alimentation habituelle, malgré tout ce qu'on lui a enseigné. C'est parce que c'est très facile de faire des erreurs. Ce n'est pas une critique du patient que je suis en train de vous faire. C'est quand même compliqué de vivre avec ce genre de maladie chronique. Et il va avoir une alerte jaune qui lui rappelle les bonnes pratiques pour le régime sans sel, etc. Ça, c'est encore le système qui travaille. Vous voyez, l'infirmière, elle a vu l'alerte, elle n'a encore rien fait. Elle va éventuellement l'appeler si elle pense qu'il a besoin de soutien, mais ça va être à la deuxième alerte qu'elle va l'appeler. Parce que là, elle a vu que c'est la deuxième alerte, effectivement, et que donc, il n'a manifestement pas fait ce que le système lui proposait. À l'alerte orange, elle va déclencher en revanche une consultation. Donc il a fait, là vous voyez que sur la petite courbe de, je sais pas s'il y a un, oui, sur la petite courbe, non je peux pas vous montrer, tant pis, de poids, vous voyez qu'il y a une baisse. Il a quand même écouté ce que lui avait dit l'infirmière. Ça marche mieux que le système seul. Ça c'est intéressant comme donnée. C'est souvent vrai. Le coaching par l'infirmière marche mieux que le coaching uniquement numérique, en tout cas dans cette population de patients pour les âges qui nous intéressent actuellement. Et finalement, malheureusement, la courbe reprend derrière parce que finalement, une insuffisance cardiaque décompensée, ça ne rentre pas dans l'ordre toujours si facilement, malgré la reprise des éléments du régime. Et donc, ça va être consultation chez le médecin traitant déclenchée par l'infirmière suite à l'alerte orange et qui a effectivement augmente ses diurétiques et permet le retour à l'état d'équilibre. Voilà à peu près à quoi sert un système de télésurveillance. Et vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Un algorithme qui détecte des anomalies, qui éduque le patient par des messages éducatifs. Si ça ne marche pas derrière, il y a une infirmière qui regarde les alertes et qui éduque également le patient et l'encourage, le motive à adopter les bonnes pratiques. Et enfin, derrière, bien sûr, le médecin qui est l'intervenant en cas de risque de décompensation pour un retour à l'état d'équilibre. Donc vous voyez que c'est une chaîne de soins. Et donc, ça n'est pas seulement un dispositif médical. Donc, éducation à l'autosurveillance et surveillance par l'algorithme de suivi, c'est les travaux pratiques pour le patient. Et l'accompagnement thérapeutique par les infirmières de suivi, c'est essentiellement un aspect motivationnel. Alors merci Rémi. Donc on a bien compris comment ça fonctionnait pour l'insuffisance cardiaque. Armelle, donc ça ne concerne pas que cette pathologie et c'est un vrai sujet d'enjeu industriel, la télésurveillance médicale. Oui, là on a eu un exemple de pathologie, mais bien évidemment ça concerne, on va dire, presque toutes les maladies chroniques, puisque le principe de la télésurveillance, c'est de suivre des patients qui ont un épisode qui dure en fait. Donc effectivement, dans le cadre du programme ETAP, il y avait 4 grandes pathologies qui avaient été ciblées: l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale et le diabète. Et c'est rajouté après le suivi des prothèses cardiaques implantables, pacemakers et défibrillateurs. Mais effectivement, en fait, tous les systèmes fonctionnent de la même manière. En gros, c'est un dispositif médical qui absorbe de la donnée, qui a un algorithme qui génère des alertes, et ces alertes peuvent effectivement générer un changement dans la prise en charge du patient. Ça, c'est le système de base. Et on va dire que le système, il est réplicable dans n'importe quelle pathologie, à condition, bien évidemment, d'adapter le logiciel. Donc, en fait, les enjeux pour les industriels, alors, si on reste à un niveau macro, bien évidemment, c'est d'abord en tous les cas, dans ce qui nous concerne, là, on parle du programme ETAP, qui est donc un programme expérimental. Là, le programme ETAP, ça a commencé en 2014 quand même. Donc, voilà, on est quand même en France les champions du monde des expérimentations. Là, il semble qu'on ait la chance que ça se transforme quand même par le passage dans le droit commun, mais bien au-delà de ces 5 pathologies, l'idée, nous, ce qu'on revendique en tous les cas, c'est le passage dans le droit commun de la télésurveillance en général. Même si on sait que ça va se faire graduellement, mais en tous les cas, il faut que n'importe quel industriel qui va développer une nouvelle solution dans une autre pathologie puisse faire les démarches pour rentrer dans le droit commun. Donc ça, c'est le premier grand point. Le deuxième grand point, c'est qu'on sort d'une expérimentation, donc il ne va pas falloir que ça s'arrête le 31 décembre 2021, puis après qu'il y ait un trou dans la raquette si le droit commun n'est pas prêt. Donc il va falloir anticiper quand même la transition, bien évidemment. Le troisième point, c'est ce qui est crucial pour nous, c'est d'embarquer tous les acteurs.
que ce soit les patients, les professionnels de santé bien sûr et les industriels. Côté professionnels de santé et patients, je pense qu'il va y avoir aussi, il va y avoir besoin d'information et d'éducation parce que il faut que les patients se sentent impliqués et ça je pense que c'est ce que vous voyez quand vous prenez en charge les patients insuffisants cardiaques. Il y a une participation très active des patients dans leur suivi. Pour les professionnels de santé, c'est un changement organisationnel dans leur pratique. Donc, il va falloir que tout ça, ça se discute, ça se mette en place, ça se travaille. Et puis, le moteur de tout ça, et ça a été évoqué par Rémi tout à l'heure, c'est quand même le financement. Et il va falloir que les financements soient incitatifs pour tous les acteurs. Parce que s'il y a un maillon de la chaîne qui n'est pas rémunéré correctement, faut pas rêver, la télésurveillance ne se déploiera pas. Ça, c'est très simple. Et puis, je dirais que le dernier gros enjeu, c'est la simplicité de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous mettre des conventions dans tous les sens, des déclarations à l'ARS avec accord de ceci, de cela. La France, là aussi, est quand même très forte pour complexifier tous les process. Le président de la République s'est engagé à plusieurs reprises dans la simplification administrative de notre système de santé. Ça, c'est un bon exemple de commencer par une mise en œuvre simple si on veut que ça se déploie rapidement. Voilà rapidement les grands enjeux industriels. Après, bien évidemment, j'en parlerai tout à l'heure, le diable se cachant dans les détails, il y a bien d'autres choses qui sont à prendre en compte, évidemment. Deux petites questions complémentaires. La première, c'est un secteur d'excellence française ou comment la France se positionne sur... C'est une très bonne question parce qu'il faut qu'on arrête le French bashing et Rémi l'a aussi évoqué tout à l'heure. C'est qu'on a longtemps dit que la France était complètement à la traîne sur le numérique. On citait beaucoup l'Allemagne en exemple. Tout ça, c'est un peu conceptuel parce que la réalité, en fait, c'est que effectivement, avec notre programme étape, on a largement pris de l'avance sur beaucoup de pays européens et même aux États-Unis, parce que même s'il existe des actes aux États-Unis, c'est pas si développé que ça. Donc effectivement, alors excellence française, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Les industriels vous diront ça quand on sera vraiment financé dans le droit commun. Mais en tous les cas, effectivement, la France est plutôt en avance sur le déploiement de la télésurveillance. Et prête à relever le défi. Un peu, oui. Et Rémi, une question sur les professionnels de santé. Ça représente quand même un changement de pratique. Et on parle beaucoup, et Armelle le disait, d'appropriation, de modification organisationnelle et dans le métier. Et comment vous avez vécu ça Effectivement, ça a été en plus à l'échelle d'une région. Donc il a fallu former des équipes d'infirmières à l'éducation thérapeutique à l'insuffisance cardiaque et à l'insuffisance cardiaque. Et ensuite, former, éduquer les médecins à accepter qu'une infirmière surveille les malades et les sonne quand il y a besoin. C'est-à-dire que c'est un changement. On avançait déjà un petit peu vers l'infirmière de pratique avancée, en fait. C'est-à-dire qu'on a quand même des infirmières qui sont hyper compétentes là, dans ce domaine et qui sont capables de déclencher des alertes que si nécessaire. Et je crois que c'est une des forces aussi de la télésurveillance qu'on ne met jamais assez en avant. Le nombre de soignants et notamment de médecins ne va pas augmenter pour les 10-20 prochaines années, compte tenu de plein de raisons que vous connaissez tous. Le nombre de patients, lui, il augmente. Ici, on ne met pas de l'huile dans les rouages, et notamment, ou des nouveaux métiers, ou en tout cas de la délégation, on n'y arrivera pas. Et on fera toujours... moi, j'ai l'impression qu'on fait moins bien qu'il y a 10 ans. Parce que dans l'Orne, on n'a plus personne, parce que en Sud-Manche, même chose. Donc j'ai l'impression, sur les 20 ans que j'ai vus là, en Normandie, on a été monté en charge, c'était bien. Et sur certaines pathologies, on fait moins bien parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce que les patients ne sont pas suivis. Donc cet outil, en fait, c'est le lien indispensable dans l'organisation des soins de soignants qui ne vont pas être suffisamment nombreux pour faire le job un par un comme ils faisaient avant. Merci. Alors, ça a été réclamé par les industriels, ça a été annoncé par le président de la République dans le Conseil stratégique des industries de santé. A priori, ça va arriver, donc, la généralisation de la télésurveillance. Donc, parlons un peu de la manière et de comment ça devrait être fait. Armelle nous a déjà donné un peu quelques cadrages. Rémi, à partir de l'expérience très concrète de terrain, du SCAD, c'est quoi vos attentes dans le cadre de cette généralisation, les écueils à éviter? Alors c'est vrai que le SCAD, on ne l'a pas dit, mais on a eu la chance d'évaluer, je vais le dire rapidement quand même, le SCAD en l'appareillant au SNDS. On ne peut pas faire mieux comme évaluation sur 10 ans. 8 ans un an avant et un an après les 8 ans de télémédecine. Les résultats, on les a présentés, ils seront publiés, mais on les a déjà présentés à l'HAS, à pas mal de structures, sont sans appel sur l'intérêt en vie réelle de ce type de prise en charge.
l'intérêt médico-économique, l'intérêt médical, enfin clinique pour le patient. Donc, du coup, la question de... Parce qu'on pourrait nous rétorquer, oui, mais bon, c'est un problème d'organisation, à vous de vous réorganiser pour payer ça. Non, il y a un gain réel en termes de coûts. Et donc, on peut effectivement être un peu exigeant sur ce qu'on peut attendre maintenant d'une tarification de la télésurveillance. Alors, ça n'a pas été une priorité nationale, ça c'est pas. Enfin, je reprends les termes de ce travail. Donc, on a fait, il faut le savoir, avec une URML, l'URML de Normandie, avec donc Care Insight, avec Aprix et l'association d'assurance cardiaque pour l'amélioration de l'assurance cardiaque dont je m'occupe. Enfin, c'est pas moi le président, c'est le docteur Belin en Normandie et qui regroupe des cardiologues et des infirmières de la région. C'est avec ça qu'on a monté le projet, avec cette association. Voilà. Donc ça n'était pas une priorité. La généralisation, elle doit donc, effectivement, on vient de le dire tout ça hein, déjà, relever d'un plan national French Tech et soins numériques qui soit vraiment porté au plus haut de l'État. Et pas seulement dans l'article du PFLS 2022, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une histoire de tarification, il faut aller plus loin pour que les messages, je pense que Armelle en parlera mieux que moi, que les industriels puissent aller dans les investissements. Il y a un vrai enjeu industriel, au-delà de l'enjeu de santé et d'attractivité. C'est ça qu'on voilà, mais c'est moins mon sujet, c'est pour ça que je suis moins à l'aise pour vous parler de ça. C'est pas sympa de m'avoir mis ça. Parce que... moi, je peux vous parler de la santé publique, je vous l'ai dit avant. Pour oui. moi, c'est un vrai enjeu de santé publique. Sans ce genre d'outils, on aura beaucoup de mal à faire de la médecine correcte dans les 10-20 prochaines années. Donc, souveraineté, ça c'est plus votre sujet. Activité économique, Armelle va vous en parler. Intégrer la télésurveillance dans le suivi du parcours de soins du patient. En intégrant donc le médecin généraliste et le médecin spécialiste traitant. C'est ce qu'on fait avec le SCAD déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équipe hospitalière, contrairement à ce que vous pouvez penser, l'équipe hospitalière médicale qui surveille le malade. Les infirmières font une prestation de service pour le patient et son équipe soignante, mais lorsqu'elles déclenchent une alerte, enfin elles déclenchent une consultation, elles en réfèrent au médecin traitant ou au cardiologue traitant du patient. C'est une donnée importante parce qu'on a voulu faire ça pour ne pas casser la chaîne de soins normale en France, où le médecin traitant est central et où il y a un cardiologue en ville qui va s'occuper du malade. Nous ne sommes pas, à l'hôpital, les soignants ambulatoires du patient, sauf exception. Donc voilà, du coup, on a gardé ce modèle-là, on pourra en discuter. Mais en tout cas, il fonctionne, mais il faut l'appuyer encore plus en intégrant plus le médecin traitant et le cardiologue traitant dans la décision. On avait même proposé effectivement une sorte de RCP en visio, c'est-à-dire où on puisse au moins demander l'avis, savoir si le médecin traitant pense que ce patient va effectivement bénéficier de la télésurveillance. Donc, de façon à les impliquer un petit peu plus. Et ça veut dire que si on les implique, il faut aussi les rémunérer. Hein. Donc, ce qui n'est pas le cas actuellement, le médecin traitant n'a aucune rémunération dans la télésurveillance. Hein. Donc, avec en plus la possibilité d'associer à la télésurveillance des téléconsultations, puisque c'est ce qu'on peut déjà faire avec la tablette. Si on veut voir le malade sans le faire revenir à l'hôpital, et c'est ce qu'on a fait pendant le Covid, on déclenchait, on lui envoyait ce SMS, il se connectait et on le voyait en visio, et on pouvait voir s'il fallait vraiment le faire venir ou si on gérait ça à distance. Enfin, la télésurveillance, vous l'avez compris, je pense au début dans ce que je vous ai présenté, n'est pas seulement un dispositif médical, c'est vraiment une organisation des soins. Et on a besoin donc de données en vie réelle. On en a apporté avec le SCAD, mais il faudrait que ça soit quasi systématique. On a besoin d'une adaptation fréquente de l'algorithme. Ça veut dire qu'il faut effectivement des fonds pour pouvoir remettre à jour. Hein. Actuellement, on tourne sur un système qu'on a élaboré en 2007. Et donc, le dispositif médical n'est pas, comme vous l'avez compris, le seul critère explicatif du succès, puisque s'il ne se passe rien derrière l'alerte, ça ne marchera pas. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, juste pour l'anecdote, avec des dispositifs très sophistiqués de compliance pulmonaire dans les pacemakers, qui malheureusement ont échoué à modifier le devenir du patient, et non pas parce que le dispositif ne marchait pas, mais parce que la chaîne de réponse n'était pas adaptée. Donc ça paraît évident pour tout le monde, n'empêche qu'on fait encore ces erreurs-là quand on pense e-santé, enfin quand on pense télémédecine. Donc le processus de reconnaissance des dispositifs de télésurveillance devrait intégrer cette spécificité. Et donc, obtention d'un marquage CE par le MA, évaluation par l'HAS, avec une autorisation de remboursement par l'assurance maladie, un lancement du dispositif de télésurveillance en vie réelle,
Hein, ça, c'est pour fluidifier les choses, pour permettre à plusieurs acteurs de rentrer sur le marché. Et là, nouvelle évaluation sur la base des données collectées, par exemple au bout d'un an. C'est pas si compliqué de s'apparier au SNDS à notre époque, hein, et d'avoir des données au fil de l'eau presque au bout d'un an pour savoir ce qu'a donné le dispositif. Ça devrait pas être compliqué, pardon, Amel. Mais c'est vrai que ça l'a été quand même, on a mis presque 2 ans. Mais bon, on était les premiers à le faire. Donc maintenant, il paraît que c'est plus simple. Ah bon. Et donc, voilà. En tout cas, ça serait un moyen de dire, bah, écoutez, non, votre dispositif, il a évité aucun événement par rapport à la même cohorte l'année d'avant, donc c'est pas la peine de continuer, ou de poursuivre dans cette voie. Donc, discussion du prix à la suite, inscription sur la liste de remboursement et réévaluation régulière, bien entendu, puisqu'on peut aussi se soumettre à cette réévaluation. C'est le jeu effectivement, de jouer le jeu de la réévaluation. Ça nous permettra effectivement d'être exigeants sur une entrée rapide sur le marché. Donc on comprend un système d'accès au marché et d'évaluation de ces dispositifs adaptés à ce qu'ils sont et à leur spécificité technologique. Je crois qu'il y avait une 4e page Pardon. Oui. Sur les tarifs, je crois. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui, sur le financement actuel, bah oui, quand même. Très important. Le financement actuel, c'est 470 €, 300 € pour l'industriel qui fournit beaucoup de choses, pour être clair. 110 € pour le médecin qui, vous l'avez vu chez nous, fait pas grand-chose, mais je ne devrais pas le dire. Et puis 60 € pour l'accompagnement thérapeutique pour l'infirmière. Alors qu'en fait, on a calculé, nous, ce que ça nous coûtait en Normandie, parce que le SCAD est porté par le GRAD, en fait, Normandie Santé. Donc, ce n'est pas une entreprise privée. Hein. Et du coup, on bénéficie encore de subventions. En tout cas, on pioche un peu sur d'autres temps, j'allais dire, humains du GRAD pour faire tourner le SCAD. Et on a compté qu'en fait, c'était au moins 900 € par patient. C'est ça le tarif minimum qui nous permettrait de faire tourner le SCAD sans demander de subvention ou sans taper dans un autre dossier. Et en parallèle, les analyses médico-économiques dont je vous parlais ont montré que le SCAD avait une stratégie dominante, et ce, même quel que soit le tarif, hein, on avait mis avec 470, mais avec 900 €, c'est vrai aussi, et même avec beaucoup plus, avec une année quali là, qui était autour de 6 000 €. Donc, ce qui est vraiment très très peu pour une année de vie gagnée, une année de quali gagnée. On pourrait vous donner les détails de tout ça, mais ça sera publié prochainement. Très bien, merci Rémi pour ces attentes que vous avez pu formuler sur la base de votre projet, l'analyse qui en a été faite, jusqu'à l'analyse des coûts très précise. Armelle, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'il va y avoir dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale dans la partie généralisation de la télésurveillance? Et est-ce que ça va répondre à ces enjeux, ces attentes, ou est-ce qu'il y a encore des questions? J'aimerais dire oui. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment, malheureusement. On reste encore sur des données extrêmement macro dans ce qui nous a été communiqué par la DGOS et la DSS à ce stade. C'est un sujet relativement complexe. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la télésurveillance médicale, comme vous l'avez compris, elle doit être faite par un dispositif médical. Donc ça, c'est un premier prérequis. Petite complexité supplémentaire, ce dispositif médical va devoir être compliant à un référentiel technique qui a été développé par l'ANS, qui s'appelle le référentiel convergence, vous avez tous entendu forcément parler d'interopérabilité, hein, qui est le gros mot très à la mode. Gros enjeu. Mais c'est quand même ça qui va permettre le déploiement du DMP et plein d'autres choses. Donc le référentiel technique est assez complexe quand même. Hein, et juste pour la petite histoire, nous, au SNITEM, on a une 60aine d'entreprises qui se sont inscrits sur ce référentiel, qui permet en fait aux entreprises de juger de leur niveau de maturité technique. Il y en a qui ont été assez surpris par le résultat. Hein, donc c'est une marche qui est assez haute à monter. Donc déjà, on va dire que ça va sélectionner certaines solutions. Donc ça, c'est le prérequis de base. Pour la sortie d'étape, il est prévu que la Haute Autorité de Santé développe des référentiels donc de prise en charge qui vont par pathologie, qui vont définir le périmètre de prise en charge, les indications, comment la télésurveillance doit se passer, enfin tout le côté médical de la télésurveillance, bien sûr. Et puis, on va avoir, c'est ce qui nous est annoncé pour l'instant, 2 niveaux, si je puis dire, de dispositifs médicaux et de prise en charge. À la sortie d'étape, on va avoir finalement la création d'une ligne générique
qui va reposer sur un certain nombre de critères, qui va être défini par la Haute Autorité de Santé, sur lesquels on va dire que tous ceux qui ont participé à ETAP devraient normalement répondre. Et puis, si un industriel a une solution qu'il estime plus performante que le descriptif de la ligne générique, il pourra faire, comme on le fait pour tous les dispositifs médicaux, avec ses résultats cliniques, déposer un dossier en nom de marque auprès de la Haute Autorité de Santé pour pouvoir négocier un prix supplémentaire. Et puis, entre les deux, il y a ce que le ministère appelle pour l'instant une phase transitoire, alors qui n'est pas tout à fait la même chose que le DIGA en Allemagne, qui effectivement est un système de prise en charge un peu précoce des solutions, des solutions digitales, parce que ça va au-delà de la télésurveillance, DIGA, qui permet finalement à un industriel de financer son étude clinique, l'étude clinique étant basée sur des données de vie réelle. Là, on a eu un message très clair de la DSS nous disant que la phase transitoire en France n'est pas là pour financer les études cliniques des industriels. Donc en fait, elle sera là. Si un industriel, au moment du passage dans le droit commun, n'a pas les moyens de déposer tout de suite son dossier, il pourra discuter avec la Haute Autorité de Santé qui lui donnera finalement le feu vert pour bénéficier de ce processus qui lui permettra d'être quand même financé en attendant que son dossier soit examiné par la Haute Autorité de Santé. Donc voilà, les contours sont encore un peu flous, c'est encore un peu une zone grise, il faut bien l'avouer. Alors, les solutions, une fois qu'elles seront prises en charge, ne seront pas sur la liste des produits et prestations remboursables. Ils vont créer une liste spécifique pour la télésurveillance, dont on n'a pas les contours aujourd'hui. Et puis, sur le point du financement, j'aimerais bien pouvoir vous annoncer un scoop et vous dire combien on va tous être payés, mais malheureusement, on n'en est pas là. J'appelle de mes voeux la même chose que vous. Je vous engage très fortement à aller rencontrer la DSS et la DGOS pour faire part de données concrètes, parce que j'espère qu'elles seront entendues, bien évidemment. En tous les cas, ce qui se détache de façon évidente, c'est qu'il y aura un forfait pour la solution technique, bien évidemment, et puis un forfait pour le côté pluriprofessionnel. Et pour l'instant, ça reste encore assez flou. Donc, bien sûr qu'il est question de rémunérer le médecin qui fait la télésurveillance, mais on sait bien qu'il ne la fait pas toute seule. Comment ça va se passer? Qui va être rémunéré? Parce que là, vous avez fait allusion aux médecins traitants également. Donc, ça peut s'étendre assez vite. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les détails. Et puis, ce qui est important, et Rémi l'a souligné, c'est que, et j'y ai fait allusion tout à l'heure quand je parlais de simplification de la mise en œuvre, c'est que la télésurveillance, elle doit se développer dans le libéral, parce que les patients n'ont pas vocation à être suivis par l'hôpital, et que un médecin libéral, il a un peu autre chose à faire que de remplir des papiers, que de conventionner avec une infirmière libérale qui va repayer, etc. Donc il faut trouver un moyen pour que chaque acteur soit payé directement par la CNAM. Donc ça complexifie un petit peu le système. On va voir ce qui va être annoncé. En tous les cas, il ne faut pas s'attendre dans le PLFSS à avoir des informations plus précises que ça, puisqu'il va y avoir les fameuses phrases qui disent « tel truc sera défini par décret, etc., etc. » Et ça, on en aura pas mal. Donc si on résume, une application qui arrivera dans le courant de l'année 2022, après une prolongation d'étape droit commun prévu 1er juillet 2022. C'est ça. Donc une prolongation d'étape au paquet de trous, 1er juillet 2022. Et un PLFSS qui va donner des grands principes, mais après des textes d'application qui, eux, définiront la tuyauterie, les financements, etc. Exactement. Rémi, ça s'annonce bien ou ça s'annonce mal? Oui. Après, c'est vrai qu'on peut leur pousser des idées pour le financement des généralistes. Si veulent. Ça peut être une tarification de la consultation qui soit différente de la consultation habituelle parce que le patient est dans un système de télésurveillance. On n'est pas obligé de leur donner un forfait s'ils sont amenés à rien faire de plus. Il y a plein de possibilités, comme ça se fait dans d'autres pathologies, de rémunérer plus parce que lui, il va devoir aller regarder des données pour voir ce patient à la demande de la télésurveillance. Enfin, on lui demande de voir ce malade rapidement. Voilà, alors, sur ce point-là, la DGOS a été très claire pour dire que les forfaits dont on parle pour gérer la télésurveillance n'excluent pas du tout toutes les consultations qui peuvent être faites à côté. C'est-à-dire que votre infirmière trouve une alerte orange, elle le dirige vers le médecin traitant traitant, il reçoit le patient, il est payé. Il est payé normalement. Hors télésurveillance médicale. Hors télésurveillance médicale. La télésurveillance médicale n'inclut pas la consultation du généraliste ou du spécialiste qui peut être sollicité parce que justement il y a eu alerte et qu'il faut changer la prise en charge. D'accord. Alors merci pour ces éclairages. Je
revient pour voir si quelqu'un dans la salle a une question ou un commentaire ou un retour d'expérience sur le sujet ou des informations en première main du gouvernement. Il faut dire que vu le peu de clarté qu'on a donné et de précision, c'est difficile de poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc effectivement, si moi j'avais une question sur le périmètre, on dit prolongation d'étape, ça veut dire quoi pour les autres patients? Oui. Voilà. Et est-ce qu'on peut espérer, même sur étape, qu'on aura, parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de patients, mais ces patients c'est expérimental, donc voilà. J'ai effectivement juste oublié ce petit détail, c'est que dans ce qu'on demande, nous, c'est pas juste le passage dans le droit commun des pathologies d'étape, c'est le passage dans le droit commun de la télésurveillance. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est clairement... Et je pense que c'est acté des deux côtés. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. On va commencer par étapes. Et la HAS, aujourd'hui, a publié une note de cadrage pour justement définir les référentiels sur les pathologies qui faisaient partie d'étapes. Donc ça va commencer par ça. Et en fait, à chaque nouvelle pathologie, quand il y aura eu des preuves cliniques, la HAS sera chargée de définir le référentiel et puis ensuite toutes les autres solutions qui arriveront pourront bénéficier de ce référentiel. Donc bien évidemment, le but c'est d'élargir au maximum. Donc après, la vitesse d'élargissement, j'ai envie de dire, elle dépendra des acteurs industriels qui viendront avec des solutions qui auront des preuves cliniques. Mais qui auront suffisamment de visibilité pour avoir envie de les proposer aussi, parce que ça. Bien sûr, mais enfin là, on va dire que, on devrait avoir quand même une visibilité dans les 6 mois qui viennent. D'accord. Oui, effectivement. Donc on comprend que ça peut s'élargir. Et donc Rémi, vous avez déjà des idées dans votre pratique ou dans les discussions que vous avez avec vos collègues de d'autres types de... Sur d'autres pathologies, par exemple. On rêve des plateformes multipathologies. En pratique, c'est compliqué à mettre en œuvre. On a besoin. Donc c'est vrai que on manque de moyens pour le faire déjà, parce qu'après c'est pas les outils. Si on demande aux boîtes qui savent faire ça, ils vont nous faire des choses extraordinaires. Mais il faut qu'on réfléchisse à l'articulation ensuite des réponses qu'on va apporter entre les différents spécialistes. Et c'est vrai que c'est un challenge maintenant de réorganisation de notre façon de penser les soins. Là, actuellement, on met le médecin traitant au centre, puis chaque spécialiste donne son avis et on balance tout ça. Bon, parfois, quand le patient il commence à avoir 7-8 spécialistes, là, un chirurgien vasculaire, un cardiologue, un pneumologue, un diabétologue, un machin, je ne sais pas qui fait la synthèse, mais voilà. Du coup, je pense qu'au milieu de la boucle, on fait ça, il faudra mettre des IPA, par exemple, qui seconderont un peu le médecin traitant dans le... Enfin, moi, je crois beaucoup à ça, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais oui, on rêve de faire du multipathologie, parce que tout est lié. Comorbidité. Voilà, c'est pour ceux qui n'en sont pas convaincus, mais quand on a une plaie sur une artériopathie, ça déstabilise votre insuffisance cardiaque. Et l'œdème de votre insuffisance cardiaque, ça déstabilise parce qu'il y a un syndrome inflammatoire, donc les médicaments sont moins efficaces. L'œdème que ça provoque pérennise la plaie, etc. Et donc vous traitez l'insuffisance cardiaque, vous, sans savoir que le dermatologue, il s'occupe de la plaie. Donc voilà, c'est comme ça que nous, on a mis conjointement le SCAD et Domoplay, par exemple, donc qui est un système de surveillance des plaies que vous connaissez, que vous avez aussi beaucoup dans la région, et qui, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ici, et qui effectivement permet de régler ce genre de problème. Donc c'était une première étape vers du multipathologie, des pluripathologies. Très bien, merci beaucoup. Il faut qu'on arrive au terme de notre keynote. Donc merci Armelle Gracier, merci Rémi Sabatier. On peut vous applaudir. J'espère que tout est clair maintenant pour vous sur le sujet. Et merci encore.